Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 20 avril 2012. Bonsoir à toutes et à tous. 45 millions de Français appelés aux urnes dimanche. Ultime meeting, dernière petite phrase. À minuit, c'est le silence qui prévaudra chez les 10 candidats. La veillée d'armes du premier tour de la présidentielle pourra alors commencer. Si les sondages semblent prédire un duel Nicolas Sarkozy-François Hollande pour le deuxième tour, l'abstention élevée pourrait être aussi l'une des caractéristiques de ce scrutin. La confirmation d'une tendance générale à la baisse de la participation malgré, vous le savez, un rebond en 2007. Tout est fait en tout cas pour dissuader les nouveaux médias Internet de diffuser des résultats avant dimanche soir 20 h. Radio et télévision s'engagent à ne pas battre en brèche le traditionnel embargo. Les instituts de sondage, pour faire taire toute rumeur, ne feront pas de sondage sorti des urnes. Cette fois, eh bien, nous y sommes. Dans quelques heures à minuit, c'en sera fini de la campagne du premier tour de la présidentielle. Le temps des dernières prises de parole et des derniers meetings. Objectif pour les uns, confirmer les sondages qui laissent présager un duel final Nicolas Sarkozy-François Hollande. Et pour les autres, les faire mentir jusqu'au bout. Les candidats ont sans doute n'ont pas ménagé leurs efforts. C'était par exemple le cas de Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes à peine à Nice. Et un dernier acte de campagne également pour Philippe Poutou. Le candidat d'extrême gauche a envahi ce matin l'hôtel Crillon à Paris, là où dimanche un repas réunissant les grands donateurs de l'UMP aurait été organisé. Les militants du NPA ont distribué de faux billets de 500 € à l'effigie de Nicolas Sarkozy avec cette inscription « Dégage ». Les Français ont une bombe dans les mains, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui le dit, il en est convaincu. Les indécis du premier tour, dit-il, peuvent changer radicalement la vie politique. Le candidat de Debout la République se dit par ailleurs convaincu de faire un score supérieur à celui d'Eva Joly, son adversaire écologiste. Les indécis, justement, ils seraient près de 28% à hésiter encore entre plusieurs candidats à 48 heures du scrutin. Une situation qui laisse augurer des surprises possibles au soir du premier tour. Des électeurs hésitants qu'a rencontré ce matin Gare Montparnasse à Paris, notre reporter Rabika. Ils hésitent entre plusieurs candidats, hésitent à voter blanc ou même à s'abstenir. À quelques heures du premier tour, sur les quais de la gare Montparnasse, ils étaient plusieurs à ne toujours pas savoir quel bulletin glisser dans l'urne ce dimanche. À quelques jours, je ne sais pas vraiment pour qui je vais voter. Je fais partie des changeurs, comme j'ai entendu parler. C'est vraiment la première fois que je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter parce que je trouve que la campagne a été sans saveur, assez discrète. Je n'ai pas vu émerger grand-chose de très dynamisant, de très motivant. Pour cette année-ci présidentielle, je crois que ça risque d'être blanc. Comme ces indécis, un électeur sur deux a changé d'intention de vote ces 6 derniers mois. Une tendance très marquée chez les jeunes. Entre Joly, Mélenchon, Hollande, pas encore de choix certain, mais ce sera entre ces trois-là, certainement. Les Français aux revenus inférieurs à 2000 € sont eux aussi plus hésitants. Tout comme les électeurs du centre, plusieurs catégories d'indécis que les candidats tentent de séduire à 48 heures du vote, car ces indécis pourraient peser dans le scrutin jusqu'à la dernière minute. Selon les instituts de sondage, au premier tour, 15% des électeurs se décident dans l'isoloir. Enfin, s'ils s'y rendent, car en période de vacances scolaires, ils sont déjà nombreux à avoir bouclé leurs valises. Alors, peut-on imaginer un troisième tour de la présidentielle? Un troisième tour qui se jouerait non pas dans les urnes cette fois, mais sur les marchés financiers. Nicolas Sarkozy a fait allusion récemment à la perspective d'attaques spéculatives en cas de victoire de la gauche. Les bourses européennes font preuve, il est vrai, d'une certaine nervosité. Ces temps-ci, faut-il craindre, comme après la victoire de François Mitterrand en 1981, un séisme boursier? Des éléments de réponse réunis par Elisa Bertholomé. Les chars russes vont-ils entrer dans Paris comme en 1981? À en croire la droite française, si François Hollande est élu, oui. Mais sur les marchés financiers, l'heure n'est pas à la panique boursière. Au contraire, si le monde de la finance s'intéresse de près à l'issue de l'élection, il ne craint pas une éventuelle victoire du candidat socialiste.
Je crois que la seule vraie question des marchés financiers, c'est quid de l'orthodoxie budgétaire. Et ça va sûrement dépendre du résultat du premier tour et du résultat des élections législatives. Je pense qu'il y a plus à craindre des résultats en termes d'incertitude de l'élection législative que de l'élection présidentielle dans l'absolu. Depuis quelques semaines déjà, les marchés ont anticipé la victoire de François Hollande et s'y préparent. Ils craignent plutôt le coup de barre à gauche que pourrait exercer Jean-Luc Mélenchon en cas de bon score du candidat du Front de gauche. Tout dépendra du gouvernement qui sera mis en place et on peut imaginer que M. Hollande présentera un gouvernement destiné à la fois à montrer quelle est la ligne qu'il souhaite suivre mais à rassurer également les marchés. Au-delà de l'élection française, les craintes des marchés viennent de la situation de l'Union européenne. Plus que la présidentielle, c'est la zone euro qui inquiète les investisseurs, et particulièrement les problèmes que rencontrent l'Espagne et l'Italie. Alors dans quelques heures, je vous le disais à minuit, eh bien, ce sera la fin de la campagne officielle du premier tour. Et jusqu'à la dernière minute, l'ensemble des 10 candidats n'a pas ménagé ses efforts. Ils étaient partout en France. Nicolas Sarkozy était à Nice. Regardez ce sujet, il est signé Thomas Raguet. C'est un peu boueux, je suis désolé, il pleut, on est en Bretagne. Derniers instants de campagne et dernière minute de libre expression avant les 12 coups de minuit. Pour son dernier déplacement, Marine Le Pen a choisi les Côtes d'Armor pour parler agriculture. Pendant ce temps-là, celui qui se verrait bien troisième à sa place ne cachait pas son impatience d'en découdre. Comment je me sens? Un peu anxieux, bien sûr, parce que de ce résultat, beaucoup de choses vont dépendre. Nous allons changer la face de l'Europe. Si nous avons envoyé au tapis M. Sarkozy et par-dessus le marché Mme Le Pen derrière moi, eh bien nous aurons changé le cours de l'histoire. Voilà. Une victoire de la gauche qui ne changera rien pour Nathalie Arthaud. Nous disons qu'il n'y aura pas de place dans le contexte actuel pour un bon gouvernement de gauche. Voilà, quels que soient ses engagements. François Hollande a lui choisi les Ardennes, terre du travailler plus pour gagner plus, slogan phare de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je viens dans une région qui avait fait confiance à Nicolas Sarkozy. Il était même venu dans les Ardennes faire un discours sur les ouvriers, sur l'emploi, sur l'industrie. Chacun peut mesurer donc l'ampleur de la désillusion, de la déception. C'est donc le moment de l'explication. En terminant sa campagne de premier tour à Nice, terre traditionnelle de l'électorat de droite, Nicolas Sarkozy a choisi le retour aux fondamentaux. J'ai entendu qu'on était candidat pour la gauche, qu'on ne parlait qu'à la gauche, qu'on ne voulait voir que la gauche. Et je voudrais moi rappeler qu'un président de la République, il est président de tous ceux qui ont voté pour lui et il est président aussi de ceux, et c'était leur droit, qui n'ont pas voté pour lui. Une dernière passe d'armes avant le premier tour. Demain, tous les candidats se reposeront dans leur fief. Un silence médiatique jusqu'à dimanche 20h. Je ne sais pas si vous le savez, mais une ville en moyenne de 30 000 habitants débourse environ 30 000 € pour la préparation du scrutin présidentiel, soit grosso modo 1 € par électeur. Ils seront 45 millions à être appelés aux urnes ce dimanche. Le rappel tout de suite sur tout ce qu'il faut savoir sur cette 9e élection présidentielle de la 5e République qui commencera, attention outre-mer, avec 24 heures d'avance. Delphine Girard. En métropole, les 85 000 bureaux de vote ouvrent leurs portes dès 8 h du matin et fermeront dans la plupart des communes à 18 h. Dans les grandes villes, ils resteront ouverts jusqu'à 19 h ou 20 h au plus tard sur décision préfectorale. Ce sera le cas de Paris et d'une grande partie de l'Île-de-France, ainsi que Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Strasbourg. Pour voter, il faut se munir d'une pièce d'identité et se rendre dans le bureau de vote dont l'adresse figure sur votre carte électorale. Vous pouvez aussi voter par procuration et si vous habitez Paris, il est encore temps. Pour être prudent, il est recommandé de se rendre dans les commissariats, les tribunaux d'instance avant samedi midi. Et si vous ne voulez pas que votre vote soit considéré comme nul, il faut bien suivre à la lettre cette procédure. Passer dans l'isoloir, mettre un seul bulletin dans l'urne, surtout ne pas le froisser, ne pas le plier, ne pas mettre de mention manuscrite sur ce bulletin, sinon il sera irrémédiablement déclaré nul. Aucun résultat ne pourra être communiqué avant la fermeture des derniers bureaux de vote à 20 h dimanche, y compris ceux des collectivités ultramarines où le scrutin se sera déroulé la veille.
Alors, vous l'avez vu, si tout se passe bien dans l'organisation du scrutin, l'incertitude demeure quant à la manière dont seront divulgués les premiers résultats. Les réseaux sociaux, Twitter comme les médias étrangers pourraient bien bouleverser les codes habituels. En tout cas, radio et télévision françaises, dont les chaînes parlementaires bien sûr, se sont engagées à tenir secrètes jusqu'à 20 h les premières estimations. La commission des sondages a par ailleurs obtenu des instituts de sondage de renoncer à des sondages sortis des urnes pour éviter toute propagande et propagation de rumeurs. La commission des sondages a obtenu des 9 principaux instituts qui réalisent des sondages pour cette élection présidentielle, BVA, CSA, Harris Interactive, IFOP, Ipsos, LH2, Opinionway, TNS et Via Voice, le ferme engagement, par écrit, qu'aucun d'entre eux ne réalisera de sondage sorti des urnes le dimanche. C'est-à-dire que toute information qui circulerait le jour du scrutin et qui ferait état de résultats émanant de supposés sondages sortis des urnes ne sera que le fruit de rumeurs et de manipulations. En tout cas, premières estimations et premiers résultats sur les chaînes parlementaires, ce sera dimanche, bien entendu, comme chez nos confrères, à partir de 20 h. Bonsoir Stéphane Rosès. Une première campagne en tout cas qui s'achève ce soir à minuit, une campagne présidentielle qui se distingue en tout cas radicalement de la précédente. C'est vrai que la crise est passée par là. Cette campagne est faite de beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. C'est peut-être ce qui fait ça caractéristique, Stéphane. Oui, parce que de quelle crise s'agit-il? De la crise de la dette souveraine. La crise de la dette souveraine ne pose pas seulement la question de savoir si notre système social a une pérennité dans le monde tel qu'il est. La crise de la dette souveraine semble dire que ce sont les marchés financiers qui imposent leurs lois aux politiques, à la souveraineté politique. Or, dans un pays comme le nôtre, le politique, c'est ce qui tient ensemble les Français. De sorte que l'enjeu de la présidentielle de 2007, c'était, puisque l'Europe n'était plus la France en grand, de remettre à l'Élysée ce qui tient ensemble le pays au travers d'incarnations fortes, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Là, le sujet, il est plus existentiel. Il est notre vieux pays, notre modèle social et républicain, a-t-il toujours un avenir dans le monde tel qu'il est ? Et deuxièmement, quelle est la place de chacun à l'intérieur de ce monde? Et donc, si le débat s'est focalisé sur Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que d'abord, ce qui tient ensemble dans l'imaginaire des Français dans les périodes d'inquiétude, c'est l'idée d'une personne à l'Élysée. Alors, il y a eu les moments. Il y a eu un moment Marine Le Pen dans les intentions de vote. Puis il y a eu le moment François Bayrou, puis Jean-Luc Mélenchon. Là peut-être à nouveau le retour de Marine Le Pen, mais les choses se sont focalisées sur Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ce qui a fait le succès de François Hollande, notamment au Bourget, c'est que quand il dit la France n'est pas le problème, c'est la solution, il semble dire qu'il y aurait pour lui une autre façon de sauver le pays sans qu'il semble renoncer à ce qu'il est, ce qu'avait été quand même pour les Français le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans les coups de canif à la symbolique présidentielle, Fouquet's, Bolloré, l'exposition de sa vie privée, et puis une façon de réformer qui semblait vouloir prendre les Français par surprise, comme si Nicolas Sarkozy n'était pas confiant suffisamment dans les capacités du pays de se mettre en mouvement, en lui affichant une cohérence avec notre symbolique et avec ce que nous sommes. Alors, il y a une autre caractéristique de cette campagne, en tout cas sur la fin, on le voit dans les sondages et les intentions de vote, c'est l'indécision d'une partie de l'électorat, 28% en moyenne dans les instituts de sondage. Est-ce que cette indécision, c'est-à-dire ces gens qui n'ont toujours pas à 48 heures du scrutin choisi leur candidat, peut faire naître des surprises dimanche soir à 20 h? Alors vous savez, dans toutes les élections, lorsqu'on interroge les votants, entre 15 et 18% nous disent qu'ils sont déterminés le jour même, auquel il faut rajouter entre 20 et 25%. Donc il peut y avoir du mouvement. Il est possible que l'annonce des sondages de deuxième tour indiquant que François Hollande l'aurait emporté puisse être finalement très défavorable à Nicolas Sarkozy, autant se faire plaisir, c'est le message de Marine Le Pen, ou bien des électeurs de gauche se disant, alors finalement on peut aller sur Jean-Luc Mélenchon. Donc il peut y avoir des interrogations d'abord sur qui va arriver premier, symboliquement Nicolas Sarkozy avait beaucoup insisté là-dessus, et puis le statut de numéro 3. Et puis les Français vont attendre, à mon avis, le moment tout à fait décisif où enfin les deux principaux candidats vont aller sur le fond des problèmes, qui est le débat
d'entre-deux tours où, à mon avis, l'un et l'autre seront obligés d'aller dans leur cohérence. Mais pour le premier tour, il faudra être attentif, évidemment, aux deux matchs, les matchs des deux premiers et les matchs des deux derniers. Mais si, par exemple, Marine Le Pen devait monter puissamment... Sur le podium, éventuellement. Ce sera sans doute difficile, mais si elle devait tutoyer le score des deux premiers, ça veut dire de facto, si François Hollande l'emportait, derrière des questions de recomposition. Car la force de Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est que hors système, ils peuvent être le réceptacle d'un mécontentement dans des périodes difficiles que nous connaissons. En tout cas, et vous l'avez dit, dimanche soir à 20h, c'est une autre campagne qui va commencer. Merci beaucoup de vos éclairages, Stéphane. Les routes de campagne ont conduit cette semaine les équipes de Public Sénat en Lorraine. La Lorraine, une région où l'industrie sidérurgique n'en finit pas de mourir. Bonsoir Marie Brémaud. Bonsoir. Alors avec Fabrice Cunet, vous avez arpenté ces routes de Lorraine. Vous êtes allé dans cette vallée de la Fensch, à Florange, au nord de Metz, là où se trouve le fameux site ArcelorMittal, qui a été, j'allais dire, un site épicentre industriel de cette campagne présidentielle. Vous avez rencontré les sidérurgistes et vous avez surtout rencontré leur détermination qui est intacte. Oui, je peux dire qu'on a rencontré les irréductibles gaulois de l'acier. Depuis 5 jours d'ailleurs, ils campent nuit et jour devant les locaux administratifs de Florange. Nous, quand nous sommes allés les rencontrer mardi matin, ils sortaient d'une nuit éprouvante, dans le froid, et pourtant ils étaient sur le pont à faire signer la pétition pour sauver leurs emplois. Donc il y a beaucoup de détermination, mais il y a également beaucoup de colère et d'inquiétude. On écoute Édouard Martin, le leader local de la CFDT. Ça fait des mois quand on prend des coups durs, ça fait des mois quand on alerte la direction, qu'on alerte le pouvoir public. Et voilà, tout est normal pour tout le monde, quoi. On est en campagne électorale, voyez-vous, donc il ne faut pas faire de vagues. On accepte de payer le chômage à 1 million d'euros par mois. L'autre, il ne respecte pas le jeu, il ne respecte aucune règle. Malgré les aides publiques qu'il reçoit, il est en train de piller les commandes françaises. Et tout le monde trouve ça normal. Nous, on ne trouve pas ça normal. Voilà Édouard Martin, la figure charismatique syndicale de cette aciérie d'ArcelorMittal. Est-ce que vous avez rencontré la direction d'Arcelor? Non, nous n'avons pas rencontré la direction qui ne s'exprime pas face aux caméras pour le moment. Mais j'ai eu par téléphone une responsable de la communication du groupe et on sent bien une certaine gêne à dire les choses clairement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nicolas Sarkozy, il y a quelques semaines, affirmait qu'au semestre 2012, au second semestre 2012, les hauts fourneaux de Florange reprendraient leur activité. Réponse de la direction, la reprise de l'activité des hauts fourneaux de Florange est possible sous condition de reprise économique. Autant vous dire que ce n'est pas d'actualité, que cela peut prendre des mois, voire des années. Voilà donc une grande fragilité de la sidérurgie lorraine que vous avez pu constater un rayon de soleil toutefois. C'est l'arrivée à Metz du centre Pompidou, un centre d'art contemporain et moderne, qui depuis son inauguration, c'était il y a 1 an, ne cesse de rencontrer un grand succès vis-à-vis du public. Oui, un chiffre. Depuis son ouverture en mai 2010, le centre Pompidou de Metz a accueilli 1 400 000 environ de visiteurs. C'est 3 fois plus que ce qu'espéraient les responsables. C'est donc vraiment un moyen de redynamiser le territoire. Cela a engendré des emplois, cela draine des visiteurs à Metz et dans la région. C'est vraiment l'exemple type où la culture donne du peps à une région. On écoute cette Nancéenne qui visitait le centre Pompidou. L'image de la ville, je pense, a évolué. Il y a un air de modernité qui est sur Metz et qui lui fait du bien. Parce que je pense qu'elle était un peu enfermée sur une image historique qui est le monde des casernes et militaires. Ça fait un petit peu sortir de cette histoire. Et je crois qu'on a besoin de nouveautés aujourd'hui. Voilà, on parle beaucoup de culture, donc à Metz, n'est-ce pas? On en parle en tout cas beaucoup moins dans la bouche des candidats à la présidentielle. La culture, on n'en a pas entendu parler. Oui, pas un mot ou presque durant cette campagne présidentielle. Et quand on regarde dans le détail le programme des 10 candidats, les ambitions culturelles, elles sont quasi inexistantes. Et c'est étonnant qu'aucun des candidats n'ait repris l'exemple du centre Pompidou de Metz, qu'aucun des candidats ne se soit emparé de ce sujet, de cette délocalisation culturelle, parce que en fait tous les élus locaux de droite ou de gauche s'accordent pour dire que c'est un réel succès.
Merci beaucoup Marie Brémaud. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de vos reportages signés en même temps avec Fabrice Cunet en Lorraine sur notre site publicsena.fr. La semaine prochaine, nos équipes se rendront à Tulle, la ville de François Hollande, pour se diriger ensuite vers Paris, terme évidemment emblématique de la campagne présidentielle 2012. C'est peut-être l'une des caractéristiques des campagnes présidentielles à la française, l'histoire avec un grand H. Les hommes et les femmes qui l'ont façonnée sont souvent au centre du discours des uns et des autres, à droite comme à gauche. Avant de retrouver notre invité, le philosophe André Comte-Sponville, je vous propose d'écouter ces quelques extraits où les candidats appellent à l'histoire. Écoutez. La grandeur de l'histoire, c'est Léon Blum qui, avec le Front populaire, a permis à tous les travailleurs de France de relever la tête et de partir enfin en congé. La grandeur de l'histoire, c'est aussi Pierre Mendès France qui, en 7 mois de gouvernement, fit davantage pour la France que tant d'autres en 5 ans. On entend le nom du général de Gaulle le 18 juin. On entend la voix d'Aimé Césaire. La voix d'Aimé Césaire, ce grand poète, jetant Racine, Zola et Victor Hugo à la figure des censeurs de Vichy. Voilà l'histoire dans les discours des uns et des autres au cours de cette campagne présidentielle. Merci André Comte-Sponville d'être avec nous. Vous préfacez chez Albin Michel, ce Pour être socialiste. C'est un texte écrit en 1919 par Léon Blum, qui a été, on le sait, président du Conseil du Front populaire en 1936. Il s'adresse aux jeunes gens, aux jeunes filles, et on en va en parler tout de suite. Mais l'histoire, on vient de l'écouter, l'histoire est très présente dans les discours des uns et des autres, en tout cas que ce soit chez Nicolas Sarkozy ou François Hollande, une histoire très présente. On dit que c'est une caractéristique de la politique française, en tout cas de ces hommes et de ces femmes politiques, de parler d'histoire pour faire passer leurs idées. Oui, mais l'histoire, c'est la politique, ou plutôt la politique, c'est l'histoire en train de se faire, et donc il est légitime que les hommes politiques parlent d'histoire. Peut-être ce qui est plus spécifiquement français, c'est l'importance accordée à l'histoire littéraire. On a cité Victor Hugo. Oui. C'est vrai que nos hommes politiques aiment bien écrire des livres, mais au fond, tant mieux si la politique reconnaît en quelque chose les mérites de la littérature, mais que la politique s'enracine aussi dans un passé. Il s'agit de bâtir l'avenir, mais on le fait d'autant mieux qu'on s'enracine dans un passé. Ça me paraît une bonne chose. Et on aurait tort, assurément, de le reprocher à nos politiques. Stéphane Rosès est resté avec nous. Merci Stéphane. Alors cette histoire, vous l'avez entendu au cours des discours. En quoi la connaissance de l'histoire peut aider au choix? On parlait des indécis tout à l'heure dans l'isoloir. Mais parce que la politique, dans notre tradition, c'est en France, forcément dans un pays de la diversité, ce qui tient ensemble les Français. Or, quand l'avenir meilleur ne porte pas un commun, il faut construire un récit. Et ce récit, M. Comte-Sponville le dit justement, ce récit doit dire voilà d'où nous venons et voilà où nous allons. Alors chacun réécrit les choses. Chacun peut citer Victor Hugo, François Hollande, le premier au Bourget, et Nicolas Sarkozy à la Concorde parlent du génie français. Chacun en donne sa lecture, comme s'il y avait différentes lectures de la France et de l'histoire, parce qu'en fait, chacun doit aller à notre imaginaire pour en donner une clé de résolution. Et ce que je trouve passionnant, c'est ensuite comment on utilise les mêmes termes et comment chacun joue différemment en termes de contenu avec ces termes. Stéphane Rosès, vous connaissiez cette lettre de Léon Blum écrite en 1919. Et j'ai même demandé à M. Comte-Sponville si Léon Blum était si intéressant que ça. J'ai en tête Jaurès, j'ai en tête Lucien R. Et je me demandais je demandais à M. Sponville s'il y avait une profondeur justement chez Jaurès au-delà de l'homme politique que tout le monde connaît. Alors André Comte-Sponville, est-ce qu'il y a une profondeur dans cette lettre qui, je le rappelle, s'adresse aux jeunes gens et aux jeunes filles de France? C'est un opuscule d'une 50aine de pages dédié au fils de Léon Blum, mais qui s'adresse à la jeunesse de ce temps-là, de 1919, donc ils sont tous morts. Au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, et c'est un message de confiance à la jeunesse. Pas seulement parce que la jeunesse, c'est l'avenir, évidemment, mais parce que Léon Blum pense que les jeunes, au fond, sont moins égoïstes, moins résignés que leurs aînés, et qu'une politique de gauche, une politique socialiste que propose Léon Blum, a besoin de générosité. Et c'est ça, au fond, qui m'a frappé dans ce beau texte, qui est très joliment écrit et qui est
émouvant quant au ton qui est employé, c'est qu'au fond, comme le dit expressément Léon Blum, pour lui, je le cite, le socialisme, c'est une morale, dit-il, et presque une religion, avant d'être une doctrine. Alors cette dimension morale du socialisme, on peut en sourire, je crois qu'on aurait tort, parce qu'au fond, être socialiste, pour Léon Blum, être de gauche, c'est d'abord se battre pour la justice, au sens de la justice sociale, c'est se battre pour l'égalité. Et ce combat-là, me semble-t-il, reste toujours pertinent. Et donc, lisant ce texte de Léon Blum, ça m'a aidé à comprendre ce que c'était qu'être un homme de gauche. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'un simple mode d'emploi pour militants socialistes. Oui, d'ailleurs, c'est pas un mode d'emploi. D'ailleurs, le mode d'emploi a sans doute en quelque chose vieilli, parce qu'au fond, Léon Blum n'est pas seulement un homme de gauche, c'est un socialiste au sens marxiste du terme. Il est contre la propriété privée des moyens de production et d'échange. Donc, c'est une forme de collectivisme. Je pense que peu d'hommes de gauche aujourd'hui le proposeraient. En revanche, cette dimension, constater que les hommes sont tous égaux en droit et en dignité, et que pourtant l'inégalité, l'injustice demeurent, et qu'il faut donc combattre l'injustice pour se rapprocher de davantage d'égalité, cette perspective-là, qui est en effet d'inspiration morale au départ, mais qui a besoin de la politique pour s'inscrire dans le réel, cette perspective-là me paraît toujours légitime et toujours éclairante aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des valeurs, il parle de la justice en particulier, la justice qu'il met au-dessus de tout. Je crois qu'au fond, voilà, être un homme de gauche, c'est ça. C'est mettre la justice plus haut que tout, sauf peut-être que l'amour, mais l'amour n'est pas une valeur politique, c'est une valeur morale, personnelle. C'est mettre la justice spécialement plus haut que l'intérêt, plus haut que la liberté, en tout cas économique. Plus haut que l'ordre. Parfois peut-être, et il m'arrive en tant qu'homme de gauche de le regretter, parfois plus haut que l'efficacité. Mais voilà, ça fait partie du patrimoine de gauche. Au fond, être de droite, c'est penser que l'ordre, la sécurité, la nation, peut-être que vous évoquiez, sont plus précieux que la justice. Être de gauche, c'est penser que la justice est encore plus précieuse que la liberté, que la sécurité ou que la nation. Alors il le souligne, et c'est d'ailleurs très paradoxal de voir un texte aussi, j'allais dire, optimiste sur bien des aspects, un an seulement après la fin de la boucherie de la guerre de 14-18. Oui, Léon Blum a 47 ans, c'est loin d'être un jeune homme. Il sort, enfin, les Français sortent... Le monde sort de cette horreur sans nom qu'a été la Première Guerre mondiale. Et pourtant, c'est un message de confiance, c'est un message d'optimisme. Et avec cette belle voix à la fois très ferme et très douce qu'on entend quand on lit ce texte, il y a quelque chose d'émouvant. Et ce qui m'a frappé en rédigeant la préface et donc en lisant ce texte, c'est qu'au fond, tous les jeunes gens auxquels Léon Blum s'adressait en 1919, ils sont morts aujourd'hui depuis longtemps. Et pourtant, ce texte continue à s'adresser à la jeunesse de tous les temps et donc à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors justement, cette jeunesse d'aujourd'hui, si on en croit les sondages, je me tourne vers Stéphane Rosès, elle n'est pas forcément encline à voter majoritairement socialiste, en tout cas aux prochaines élections. Il y a des velléités, par exemple, de vote extrême dans la jeunesse d'aujourd'hui. Il serait donc opportun pour elle de lire cet opuscule. Pourtant, il est toujours opportun de se cultiver, de connaître un peu le passé. Et ce passé-là de la gauche française, du courant socialiste, fait partie du patrimoine commun. Oui. Mais attention, la morale, c'est le point de départ de Léon Blum. Ça n'est pas le point d'arrivée. Autrement dit, ne comptons surtout pas sur les bons sentiments, sur les valeurs morales pour faire reculer la crise, le chômage ou la misère. On a besoin de politique. Voilà, le point de départ, l'inspiration de Léon Blum et relève de la morale, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est des valeurs. Le chemin, lui, relève de la politique. Et ça serait une grave erreur que de condamner la politique au nom de la morale ou des bons sentiments, comme certains ont tendance à le faire aujourd'hui. Merci beaucoup André Comte-Sponville qui préfaçait cet ouvrage avec une postface de l'arrière-petit-fils de Léon Blum qui explique d'ailleurs l'histoire de ce texte qui a été régulièrement réédité. Merci beaucoup de votre visite ce soir et de vos éclairages. C'est la fin de cette édition, une édition très présidentielle. Dimanche, sur les antennes de Public Sénat, eh bien, la présidentielle, bien entendu, sera à l'honneur avec une prise d'antenne pour une émission spéciale à partir de 19h30 avec de très nombreux invités, de très nombreux commentateurs, de très nombreux duplex dans les QG différents des candidats. Je vous donne donc rendez-vous dès dimanche, 19h30 sur les antennes des chaînes parlementaires. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end présidentiel, bien sûr. Bonsoir à tous.